Alors on va parler un petit peu de choses et d'autres pour commencer, et à commencer par cette liste que nous avons constituée. Donc il faut savoir que, donc vous le savez d'ailleurs, c'est la liste de l'Union populaire républicaine. Alors c'est un parti qui n'est pas encore très connu. C'est le parti qui a été créé par François Asselineau en 2007 avec trois propositions. C'est la sortie de la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Alors vous pouvez vous demander pourquoi un parti qui revendique la triple sortie se présente aux élections municipales. Bon. Alors, il faut bien vous dire que le programme de l'UPR, ce n'est pas de sortir la sortie de l'Union européenne, la sortie de l'euro et la sortie de l'OTAN, c'est le moyen d'appliquer notre programme. Un programme législatif, François Asselineau, lors des présidentielles et lors des législatives qui ont suivi, a présenté un programme. Et donc, ça se décline aussi au niveau des municipales. Hein. Donc, l'UPR a des propositions à faire au niveau des régions et au niveau des communes. Alors, c'est aussi pourquoi se présenter aussi, toujours la question, mais pourquoi vous vous présentez, quoi, en clair, entendant par là, vous n'avez pas forcément beaucoup de chances d'être élu. Donc, quelle raison, effectivement, vous avez de vous présenter? Parce que je répète toujours la même chose, c'est qu'un parti politique, au niveau de la Constitution française, a vocation d'animer la démocratie. On a oublié un petit peu ces choses-là. Hein. Donc, la démocratie, ce sont les partis politiques qui les animent. Donc voilà la raison pour laquelle, aussi une deuxième raison pour laquelle on est candidat. Et puis une autre question aussi, une autre raison aussi, c'est que aujourd'hui l'Union populaire républicaine, c'est pratiquement 40 000 adhérents. Alors 38 600, je ne regarde pas comme Julia toutes les demi-heures le compteur de l'UPR pour voir de combien il s'est incrémenté, mais bon, on va dire à 39 000, pratiquement 39 000 adhérents. Et donc, vous savez tous, parce que si vous suivez l'actualité de l'UPR, M. Asselineau adore faire des statistiques et des calculs savants. Et donc, il a sorti un certain nombre de documents qui, à partir des chiffres qui sont officiels des comptes de campagne, c'est-à-dire donc cet organisme qui délivre les reçus fiscaux, en fonction des recettes des partis politiques. Et donc il suffit de prendre pour chaque parti politique le montant des reçus fiscaux qui ont été délivrés et de le diviser par le coût moyen d'une adhésion. Donc il suffit d'aller sur le site des partis politiques et on divise et on obtient le nombre d'adhérents. Voilà, c'est tout. Donc vous avez par exemple ce que je dis, Europe Écologie Les Verts, entre 3 500 et 4 000 adhérents au niveau national. L'UDI, c'est un parti que je connais bien parce que j'y étais adhérent. L'UDI, aujourd'hui, doit représenter environ 2500 adhérents au niveau national. Donc vous avez là des partis politiques. Alors je parle l'UDI peut-être moins aujourd'hui, mais les écologistes, ce sont des gens qu'on voit beaucoup, qui sont très médiatisés. C'est des coquilles vides. C'est-à-dire que si vraiment ce parti-là intéressait autant les Français s'intéresseraient au parti et adhéreraient au parti. C'est des partis qui sont sans adhérents. Voilà. Donc je mets en rapport effectivement avec ce que représente l'Union populaire républicaine avec 39 000 adhérents aujourd'hui en France, et alors, des adhérents statutaires, hein, et donc 25, 26, 27 000 adhérents à jour. Bon voilà les raisons pour lesquelles on se présente. Et après il y a des raisons annexes qui sont que quand l'on demande aux médias de nous donner la parole, ils nous répondent vous êtes un petit parti et vous ne vous présentez pas à toutes les élections. Maintenant, on pourra leur dire, on est peut-être encore un petit parti, bien que nous sommes le troisième parti politique en termes de nombre d'adhérents. Donc déjà, ce n'est pas si petit que ça. Et par contre, on pourra leur dire maintenant que nous sommes présents à toutes les élections, quand cela est possible. Aujourd'hui, les municipales, l'année prochaine, sans doute, les départementales. Voilà, donc ça c'est bien parce que ça permet aussi de... Oui, c'est bon. C'est mieux ou pas? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. On voit pas Gilles, c'est un peu embêtant. Bon, voilà. Voilà pour l'entrée en matière. Bon, je pense que tout le monde a compris. Alors, cette liste Le Temps des Bordelais, donc François Asselineau m'a demandé comme ça, au détour d'une porte, si je souhaitais être candidat. Je lui dis que bon, s'il n'y avait pas d'autres candidats, je ferai le boulot. Et donc, il a annoncé lors des universités d'automne qui se sont tenues à Valère que j'étais candidat.
Voilà, donc c'est comme ça que j'ai appris que j'étais candidat. Alors on a démarré très rapidement parce que j'avais quand même l'habitude des élections, des élections, et donc on a commencé effectivement avec ma seconde de liste, Julia, qui s'excuse, elle n'est pas là aujourd'hui parce qu'il y a aussi une des caractéristiques par rapport aux autres partis politiques, c'est que nous ne sommes pas des apparatchiks de partis politiques, c'est-à-dire on sort des grandes écoles pour être chef de cabinet, attaché parlementaire, enfin, etc. Et puis après de graviter dans toutes les sphères politiques. Et voilà. Vous avez des tas de candidats, Florian en est un, enfin il y en a d'autres, Cazeneuve en est un aussi. C'est des gens qui n'ont jamais, entre guillemets, travaillé comme nous l'entendons, c'est-à-dire créer de la richesse. Hein, voilà. Ce sont des gens, effectivement, qui vont d'un poste à un autre, d'attaché parlementaire, chef de cabinet, etc. etc. Voilà. Donc on travaille, et quand on travaille, on a des obligations, et donc Julia a des obligations ce soir professionnelles. Voilà, donc on a fait appel à tous nos adhérents. Alors, il faut savoir que l'UPR, au niveau de la Gironde, c'est... Donc Olivier pourra me le confirmer, j'ai toujours tendance à arrondir à l'unité supérieure. Bon, moi je dis il y a à peu près 1000 adhérents sur la Gironde. Je crois qu'on est à 900 combien ? 960 adhérents. Bon voilà, on n'est plus très loin. Dont 230 adhérents pour Bordeaux. Alors, on aurait pu penser... Alors, les rapports hommes-femmes, c'est 30% de femmes, 70% d'hommes. On aurait pu penser que ce serait voilà, simple de monter une liste, mais ça ne l'a pas été. Donc, je m'excuse auprès de tous nos colistiers, s'ils sont ici dans cette salle, du harcèlement dont ils ont fait l'objet pendant ces 4 mois pour les inciter à être présents sur notre liste. Parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait réunir donc 65 personnes, dont la moitié, la parité, la moitié de femmes. Voilà. Bien, alors, on a différentes propositions à faire. Par laquelle on commence ? Eh bien, on va commencer par Anticorps. D'accord. Et après, logement urbain. Et après, on va suivre, c'est ça, l'urbanisme, les modes de déplacement, etc., le schéma classique. Bon, il nous est apparu que la première des choses qu'il fallait réaliser, c'était de rétablir la confiance qui est rompue entre le citoyen et l'élu. Alors, c'est lié à tous les scandales financiers, à tous ces élus qui sont corrompus, voilà, bon. Je ne rentre pas trop dans les détails. Et donc, nous avons souscrit à l'intégralité des 30 recommandations de l'association Anticorps. L'association Anticorps est une association qui lutte contre la corruption. Alors, avant même de souscrire, alors quand je dis nous, c'est l'UPR hein, au niveau national. Donc, forcément, toutes les listes de l'UPR, de ce fait, souscrivent à ça. Moi, j'avais commencé à travailler là-dessus, et quand l'UPR a souscrit à ces recommandations, donc du coup, on a appliqué les 30 recommandations. Les principales, donc vous les voyez s'afficher. Donc tous nos candidats présentent, donc on fournit un casier judiciaire vierge. Alors moi, lorsqu'on a fait un dossier de presse pour l'ensemble des médias, on leur a envoyé un certain nombre de documents, dont le formulaire B2, je crois, c'est ça, donc le casier judiciaire de Julia et de moi à toute la presse. Hein. Donc, nous nous engageons à ne pas avoir d'autres mandats électifs et si nous sommes élus, nous nous engageons à ce qu'il n'y ait qu'un seul renouvellement, c'est-à-dire le mandat de maire dure 6 ans, donc en fin de compte, on fera deux mandats, 12 ans, et après on passera la main. Le point numéro 3, alors ça c'est pas dans Anticorps, c'est moi qui l'ai rajouté, c'est-à-dire qu'il est important de faire un audit financier, un audit des finances de la ville au moment où on entre et au moment où on sort, c'est-à-dire dans quel état on a trouvé les finances. Alors, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité municipale pendant ces 6 dernières années, il y a eu quand même des soupçons je ne dirais pas de malversation d'ailleurs, hein, ce ne sont pas des malversations, mais de légèreté dans la manière de présenter le bilan financier de la ville.
Ça a été dénoncé par Rouvert, par exemple, qui était le conseiller municipal d'opposition durant cette mandature. Voilà, donc il y a quand même des choses qui sont limites, hein, qui d'ailleurs ont été relevées hein, par différents organismes qui vérifient les comptes, de la ville. Donc savoir exactement où est-ce qu'on en est, hein, au niveau de l'endettement, enfin voilà. Et puis une fois que notre mandature sera terminée, de refaire un audit pour leur dire voilà dans quel état on laisse les finances de la ville, avec le même système de calcul et de présentation des documents. Une cartographie aussi des moyens humains. Vous avez vu l'article dans le Sud-Ouest des Pays? Non. Ah oui. Il cite ton nom entre parenthèses. Oui, oui. Il parle des finances. D'accord. Et puis ils ont basculé une partie des dettes sur la métropole. Oui. Et puis il parle des propositions des différents candidats. Et puis citer. Oui, oui. Donc bon, le cas le plus flagrant, hein, on le sait, c'est le Grand Stade. Hein. Voilà, donc où effectivement le Grand Stade est passé de Bordeaux à la métropole. Bordeaux représentant 30% de la métropole, c'est-à-dire que la métropole hors Bordeaux paye 70% des dettes de Bordeaux. Donc les avantages dans ce cas-là pour Bordeaux, les inconvénients pour les autres. Cartographie des moyens humains, c'est important aussi. On en parlera peut-être un petit peu après. Vous avez la métropolisation pour les grandes villes, mais c'est aussi le regroupement des communes pour les villages, voulu par l'Union européenne. Ça entraîne énormément de problèmes. J'ai toujours l'habitude de faire le rapport, c'est-à-dire que l'Union européenne, enfin la France vis-à-vis de l'Union européenne, c'est à peu près la même chose que Bordeaux vis-à-vis de la métropole. C'est-à-dire qu'il y a un glissement de différentes responsabilités qui avant appartenaient à la mairie et qui glissent vers la métropole. Je crois qu'il y a eu 1600 fonctionnaires municipaux qui ont glissé de Bordeaux à la métropole, avec bien sûr les responsabilités qui vont avec. Mais il y a aussi ils ont détecté aussi qu'il y avait 300 et quelques fonctionnaires de la ville de Bordeaux qui auraient dû être affectés à la métropole, mais qui étaient toujours affectés à Bordeaux. Et on se demande qu'est-ce qu'ils faisaient à Bordeaux, ces gens-là, puisque les responsabilités étaient parties à la métropole. Donc il faut faire aussi une cartographie des moyens humains. Alors je ne rentre pas trop dans les détails, mais c'est aussi un problème qui avait été relevé lors du débat entre Mme Calmels et puis entre Rousset pour les élections régionales, où chacun se balançait au visage l'absentéisme des fonctionnaires dans chacune des administrations, hein, que ce soit l'administration municipale ou l'administration régionale, qui est assez extravagant. Hein. Donc je crois qu'on en est en moyenne et par agents municipaux à 36 jours d'absence par an. Vous imaginez, donc un mois, quoi. Voilà. Alors avec des explications du style ils font des travaux difficiles, ils ont des problèmes de dos, enfin voilà, des choses comme ça. Bon, vous avez compris. Donc c'est intéressant de savoir effectivement où est-ce qu'on en est au niveau des moyens humains et de voir comment on peut améliorer la rentabilité des agents municipaux. Alors, baisse de 20% des indemnités du maire et de ses adjoints. Il faut savoir que les indemnités, ce n'est pas le maire qui les décrète, hein, il y a un certain nombre de règlements. Donc quand je dis que l'on baisse, ce n'est pas tout d'un coup qu'on va demander à l'organisme payeur de nous payer moins, mais simplement les maires, les adjoints, enfin en fin de compte, toute la majorité municipale s'engage à reverser 20% de ces indemnités, soit des associations, enfin, etc. Donc de telle sorte effectivement qu'on démontre très clairement qu'un élu n'est pas là pour se servir, mais qu'il est là pour servir. Et ça, c'est une proposition symbolique, hein, je vous l'accorde, mais bon, là, c'était important de le mettre aussi. Point numéro 5. Oui. Voilà. Donc, lutte contre la corruption, déclaration obligatoire d'intérêt, charte de déontologie de l'association Anticorps. Bon, voilà. Donc, avant chaque discussion lors d'un conseil municipal, et là, à chaque fois qu'il y a un vote qui engage les finances ou un choix de prestataires, etc., les conseillers municipaux qui ont des liens directs ou indirects avec le prestataire, enfin voilà, devront le déclarer. C'est pas une honte, hein, on a le droit, mais ils devront le dire et ils ne devront pas participer au vote.
hein, par exemple. Hein, voilà, ça veut dire ça, la déontologie. Ça s'accorde aussi, alors c'est dire aussi que un élu ne pourra pas recevoir de cadeaux, par exemple. Hein, donc, voilà, j'ai ouï dire qu'actuellement c'était la valse des cadeaux dans toutes les administrations. Donc ce genre de choses, voilà, ça devrait ne plus exister. Alors, ça, c'est pas dans le. Ça, si, c'est aussi dans Anticor aussi. Mais ça, bon, de toute façon, on en réclame la paternité, c'est-à-dire le référendum d'initiative locale. Le RIL, donc ça découle du référendum d'initiative citoyen ou populaire, enfin voilà, selon le mouvement qui le défend. C'est-à-dire permettre à tous les citoyens d'enclencher une question référendaire au niveau local. Alors ça vaut, alors ce référendum d'initiative locale et populaire, il faudrait dire. Local, ça voudrait dire que c'est le maire qui propose un référendum. Populaire, ça veut dire que ce sont les citoyens qui peuvent aussi proposer une question qui peut être posée par référendum. Alors, il faut savoir que c'est consultatif. Simplement, bon, ça engage l'honnêteté des élus. C'est à partir du moment où il y a un référendum qui est décidé, soit de leur fait, soit du fait d'un certain nombre d'électeurs l'ont demandé, c'est effectivement d'appliquer la volonté populaire. C'est le but. Hein. Alors qu'aujourd'hui, en France, on fait des référendums et on n'en tient pas compte quand ça ne donne pas le résultat souhaité. Voilà le point. Alors, on va passer assez rapidement sur différents domaines, parce qu'on les a traités lors de la précédente réunion qui s'était tenue au Chartron. On va peut-être un peu plus ici parler de l'action sociale et de la sécurité. Hein. Alors, au niveau des... Oui, on le fait. On va le passer relativement rapidement. Donc, nos propositions. Alors, moratoire de 2 ans pour tout nouveau projet immobilier du secteur privé. Alors, on fait partie de ces candidats qui dénoncent l'urbanisme de la ville. En l'espace d'une dizaine d'années, on a vu sortir et se créer des nouveaux quartiers avec des logements pas forcément très esthétiques, enfin, avec une densification de ces nouveaux quartiers. Et cela génère un certain nombre de problèmes. Et c'est cela aussi que je dénonce, c'est-à-dire que vous avez une multitude de candidats qui vont vous expliquer comment ils vont régler les problèmes qu'ils ont eux-mêmes générés. C'est ça, hein, voilà. Donc tout découle hein, quand on nous parle de la pollution, quand on nous parle du manque de logement, quand on parle de l'explosion du prix des logements, quand on dit qu'il n'y a pas assez de logements à la location, lorsque l'on dit qu'on ne peut plus circuler, lorsque l'on dit qu'il n'y a pas assez de transports en commun, lorsque l'on dit qu'il n'y a pas de crèche, lorsque l'on dit qu'il n'y a pas assez de places d'école, lorsque l'on dit... Bon, enfin bref, on peut décliner à l'infini tous les problèmes que rencontrent aujourd'hui les Bordelais. C'est lié effectivement à l'augmentation de la population et à la création de ces nouveaux logements. D'autant plus que Bordeaux partait d'un quota de logements sociaux qui était relativement faible, qui était de l'ordre de 15%, et qu'aujourd'hui, la loi SRU, et en particulier l'aménagement du flot, impose, je crois, 25% de logements sociaux. De l'avis même du maire, on n'y arrivera jamais. Hein. Bon. Donc, ce qui signifie que dans tous les nouveaux quartiers qui ont été créés, il a été proposé 50% de logements sociaux. Et dans ce quota de 50%, 35% est du logement très social. Ce qui veut dire que quelqu'un comme Vincent Feltès le reconnaissait lui-même, c'est-à-dire qu'on est en train de créer des bombes à retardement, c'est-à-dire de recréer tout ce qui a fait la preuve que ça générait des problèmes. Problèmes sociaux, problèmes de sécurité, problèmes, etc. Hein, c'est-à-dire des quartiers où on va avoir une concentration de gens relativement modestes ou pauvres. 50%. Hein, c'est beaucoup. C'est pas vraiment ce qu'on appelle la mixité sociale. Hein. Donc voilà pour cette partie-là. En revanche, je souhaite que l'on continue à construire du logement social, mais que l'on axe ce logement social sur des catégories qui sont toujours oubliées,
c'est-à-dire les familles, les catégories intermédiaires. C'est-à-dire ceux qui sont, entre guillemets, trop aisés, je dirais pas riches, trop aisés pour avoir droit au logement social, et pas assez pour accéder au logement privé. Et puis les familles, parce que dès qu'on commence à avoir 2, 3, 4 enfants, il faut 2, 3, 4, 5 chambres. Et là, on a des problèmes, c'est qu'on ne trouve pas ces superficies sur Bordeaux, intramuros en tous les cas, intra-boulevard, et puis on atteint des prix exorbitants. Est-ce que vous connaissez le prix moyen d'une transaction sur Bordeaux actuellement? Allez-y, lancez les chiffres. Hein. 250 000. 250 000 à ma droite. Comment 400 000 400. Qui dit mieux? Bon, le niveau moyen d'une transaction à Bordeaux, c'est 480 000 euros. Près de 500 000 euros. Vous voyez, donc, qui aujourd'hui est capable... Et avec ça, vous avez quoi hein? Vous avez un 3 pièces, hein, d'accord? Donc, qui aujourd'hui peut se payer... Voilà. Est-ce que vous savez, si pour un couple qui va emprunter l'intégralité de ces 480, donc en clair, mettons 500 000, à ces prix-là, c'est du neuf. Ça veut dire en clair qu'ils vont avoir 3 ou 4% de plus de frais d'enregistrement. Bon, mettons 520 000 euros. Savez-vous combien il faut, pour quelqu'un qui va emprunter 100%, combien il faut amener de salaire pour justifier l'acquisition d'un tel logement? Voilà, c'est 9 000 euros par mois. Voilà. Non, mais les taux ont beau être bas, hein, même si c'est à zéro, on ne peut pas être endetté à plus de 30%, c'est entre 25 et 30%. Quand on gagne 9 000, ça veut dire en clair qu'on a une capacité de remboursement de 3 000, et avec 3 000 euros, on peut effectivement se payer un logement à 500 000 euros. Voilà, quels sont aujourd'hui les Bordelais qui peuvent effectivement faire l'acquisition d'un logement à 500 000 euros quand ils n'ont pas effectivement hérité des parents, enfin des choses comme ça. Donc c'est des revenus, des foyers avec des revenus de 9 000 euros. Bon, c'est vraiment une infime proportion. Hein. Donc voilà, c'est agir sur ça. Aujourd'hui, vous avez donc les familles arrivent encore à se loger à peu près à Codéran, c'est un petit peu moins cher, et puis les appartements sont grands. Hein, il y a aussi la difficulté, c'est-à-dire que les promoteurs, vu le prix de l'immobilier et vu le peu de personnes susceptibles d'acheter ces logements-là, se concentrent sur du 2 pièces, du 3 pièces, des petits logements, enfin des logements voilà, qui ne permettent pas de loger les familles. Alors, on va regarder la suite. Alors, ça concerne aussi un autre problème au niveau du logement, ce sont les étudiants. Donc, on va passer assez rapidement. Donc, c'est faire une étude avec le Crous pour savoir ce que l'on peut faire ensemble. Il faut savoir que le Crous dispose de, je crois, 1900 logements sur Bordeaux, mais ne loge que 1900 logements sur Bordeaux qui sont gérés par le Crous. Mais en fin de compte, au niveau de la Gironde, le Crous ne loge que 8,5% des étudiants. Donc, c'est-à-dire que tout le reste, les étudiants doivent se loger dans le privé. Ce qui pose des problèmes. Hein. Il y a eu des signalements en début d'année au niveau du campus avec des étudiants qui étaient rentrés dans l'université, mais qui n'avaient toujours pas de logement et qui dormaient dans les voitures. Hein. Donc, on propose... Alors, qu'est-ce qu'il y a après? Donc, voilà, donc ça, on peut passer aussi. Alors, dans nos propositions, on propose que 5% des superficies créées pour le logement soient utilisées pour faire du logement étudiant. Voilà, parce qu'il y a certains candidats qui proposent 5% des logements. Mais si vous avez un petit immeuble qui est fabriqué avec un plateau de 300 mètres carrés, vous n'avez pas de logement. Hein, d'accord? Alors que si on fait 5%, on peut faire un studio de 15 mètres carrés. Voilà. Donc ça, c'est... Voilà, on joue sur cette astuce-là. C'est-à-dire que ce n'est pas 5% des logements, c'est 5% de la superficie créée.
Alors, pour justement régler les problèmes des étudiants qui ne... Alors, il faut savoir aussi qu'il y a, je crois, 5000 étudiants qui ont refusé de venir s'installer, de venir suivre des études à Bordeaux parce qu'ils savent qu'ils ne trouveront pas de logement. Alors, pour ceux qui sont là et pour éviter de retrouver les phénomènes qu'on a connus, c'est-à-dire des jeunes qui dorment voilà, dans les tentes cachois ou dans leur bagnole, donc on proposera effectivement d'utiliser sur des terrains constructibles mais qui ne sont pas encore construits, donc sur du foncier libre, du modulaire, et sur des terrains qui sont non constructibles, du mobilier, enfin des roulottes. Voilà, on a mis ça en image, hein, voilà, c'est charmant, mais c'est pour avoir l'idée. Hein, voilà. Ça permet de les déplacer dans les lieux où on a besoin, etc. Mais c'est de l'urgence, hein, donc c'est une trentaine de logements comme ça. C'est des logements qui vont permettre effectivement de pouvoir mettre les étudiants quelque temps, le temps qu'ils trouvent un logement, quelque chose de plus pérenne. Ouais. Bon, ça, on passe assez rapidement. Ça, tout le monde veut développer ça. C'est pas forcément toujours aisé. Il faut bien définir ce que recherchent et ce qu'attendent les personnes âgées et ce que recherchent et ce qu'attendent les jeunes. Et de quelle manière on peut faire se retrouver ces deux générations pour essayer effectivement de régler aussi un problème de logement. Donc ça, voilà, on peut en parler. J'en parle aussi dans l'action sociale. Bon, ça c'est un petit règlement de compte. Voilà, donc on demandera aussi un audit sur l'association d'économie mixte InCité, hein, qui a fait l'objet effectivement de critiques nombreuses sur sa manière de se comporter vis-à-vis des propriétaires. Ouais, mais moi je pense que c'est une association qui a vocation à disparaître et à se fondre dans un projet qu'on va proposer après. Bon, alors... comme j'ai dit effectivement que je souhaitais qu'on arrête les constructions, vous allez me dire comment on va faire pour répondre à la demande. Il faut savoir que les logements inoccupés à Bordeaux, c'est 12 000. 12 000 logements inoccupés. Alors ce sont soit des logements qui appartiennent à des institutionnels, donc des gens, des banques, des compagnies d'assurance qui achètent du foncier et ça ne les intéresse pas de le louer, ça leur cause trop de problèmes, ça permet de placer de l'argent, quoi, c'est tout. Effectivement, quand on voit l'augmentation des prix à Bordeaux, le fait d'avoir un logement sur les 10 dernières années, ça a presque doublé, c'est un bon placement. Voilà, donc à la limite, pourquoi s'embêter avec des locataires, puisque de toute façon, le fait de garder du logement. Bon, c'est pas que ça, hein, il y a un ensemble de choses. Vous avez aussi des logements qui sont détenus par des personnes âgées, voilà, qui n'ont pas envie de s'en occuper, ou qui n'ont plus la force, et qui ne savent pas faire, ou c'est trop compliqué, etc. Et puis vous avez des gens qui détiennent des logements qui sont très vétustes, pour ne pas dire insalubres, et donc qui n'ont pas les moyens éventuellement de financer, ou qui ne veulent pas se lancer là-dedans, parce que de toute façon, ça leur coûtera plus cher de faire un emprunt pour remettre tout ça en état, plutôt que de... Voilà, donc ils laissent pourrir le truc. Alors, il y a une autre voie, ce sont tous ces logements dans lesquels les propriétaires font la location saisonnière. Alors, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 6000 logements qui sont pratiquement intégralement destinés à la location saisonnière. Donc là, on vous a mis la plateforme Airbnb, donc on vous montre comment ça se passe. Je tape la journée, je sais pas quoi, puis je vois apparaître sur le plan des trucs. Mais on va vous montrer voilà. Là, vous avez la réalité du Airbnb sur Bordeaux. Vous comprenez le problème. Alors, et quand vous regardez, plus on est effectivement, les Chartrons un peu, mais vous voyez, on est en Saint-Pierre, Saint-Michel, enfin, dans le cœur historique de Bordeaux, vous voyez un petit peu la problématique. Donc, ce que je propose, c'est de dissuader. Alors, le Airbnb, les gens au départ prennent ce genre de choses parce que c'est un bon investissement. Ça fait un complément de revenus, et puis après ils ont éventuellement des problèmes, les gens ne payent pas, ils cassent tout, et puis ça les embête de faire les entrées, les sorties, bon, les gens ne viennent que 2 jours, 3 jours, il faut tout laver, les draps, bon, bref, donc c'est éventuellement un passage, et il y a beaucoup de gens effectivement qui font quelques années du Airbnb,
enfin, ou d'autres plateformes, moi je parle de ça parce que voilà, c'est devenu un nom commun, et puis après qui reviennent. Mais il va falloir peut-être les inciter. Et pour les inciter, on n'a qu'un seul moyen, c'est la fiscalité. C'est-à-dire qu'il faut effectivement remonter la taxe de séjour pour les gens qui font de la location saisonnière, de telle sorte qu'on amène petit à petit ces gens à reconsidérer leur position par rapport au logement qu'ils détiennent. Moi, je ne suis pas contre tout ça, hein. Je ne suis pas un ayatollah à lutter contre ces choses-là, mais bon, quand on voit le plan et quand on met au regard de la demande, hein, moi j'ai un appartement à Bordeaux que j'ai mis en location, j'ai reçu, j'ai mis sur le bon coin, vous voyez, et j'ai eu en l'espace d'une heure 100 messages, en une heure, vous voyez. Et après, le système bloque à plus de 100, ça coupe, mais j'aurais peut-être reçu 200, 250 messages. Oui. Est-ce que je peux apporter mon témoignage sur Airbnb? Oui. Je trouve qu'en 2016, donc à l'âge de 56 ans, j'ai perdu mon emploi. 56 ans, ça veut dire qu'on n'en retrouve pas, même le McDo, etc., n'est même pas d'une réponse négative. J'avais un prêt immobilier à rembourser, à savoir 20 000 euros par mois. Il est bien évident qu'en passant au chômage, 20 000 euros, ça devenait compliqué. Donc j'ai dû diviser ma maison pour anticiper, comment ça s'appelle ça. Et quand on voit la protection du locataire, ça n'encourage pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on est un petit propriétaire privé et qu'on a un remboursement de prêt, etc., si le locataire ne paye pas, il faut savoir que ça peut mettre plus d'un an, déjà rien qu'à le virer, et à récupérer des sous. Si on en récupère. Quand on va voir un banquier en lui disant je ne peux pas payer ma mensualité et donc je me retrouve à me faire éventuellement saisir l'appartement que j'ai investi avec mon salaire parce que je ne suis pas une société de HLM mais que malgré tout je suis traité comme une grosse société, comme un gros investisseur, la seule solution qu'on a c'est Airbnb. Et donc moi en attendant de vendre cet appartement pour justement constituer un petit capital pendant les 3 ans que j'allais être au chômage avant de partir à la retraite, j'ai pas eu d'autre solution parce que louer la location normale, c'est tout simplement impossible parce que trop risqué, beaucoup trop risqué. Voilà. Et donc, en fait, je comprends l'idée d'augmenter la taxe de séjour, mais que faire aussi pour inciter les petits propriétaires à se sentir, disons, un peu plus en sécurité? Alors, c'est la question. oui, alors, on va y venir. Donc ça, vous avez vu, donc le problème, on va passer à la... Alors, voilà. Donc, tout notre programme, c'est quand il y a des restrictions de liberté, on propose toujours des solutions qui permettent de résoudre les problèmes. Donc, ça va répondre partiellement à ce que vous dites. On souhaite créer une régie municipale dédiée à la mise en location et la gestion des logements inoccupés et le retour sur le marché du Airbnb. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette régie va s'occuper de tout, c'est-à-dire de prendre en charge les logements, de les restaurer à la charge du propriétaire bien sûr, mais de se porter caution pour le crédit qui sera pris, puis après de mettre en location ce logement à un tarif préférentiel, parce que c'est le but aussi, hein, et après de s'occuper de l'édition des loyers et de garantir les loyers. Donc en clair, un travail de gestion de A à Z au niveau de l'immobilier. Voilà. Et donc ça donne aussi, et parallèlement, donc on augmente. Alors quand je dis qu'on augmente la taxe de séjour, ça veut dire que je ne sais pas de quel montant elle est, même si on la double, c'est-à-dire 2,20 €. Alors si on la passe à 5 €, ça ne va pas quand même remettre en cause, là, je dirais les revenus des gens qui font ça. Mais par contre, ça permet de montrer effectivement qu'il faut que ça devienne de moins en moins intéressant. Et au regard de cette petite pénalité, on propose une solution, c'est bon, vous embêtez plus, remettez sur le marché le logement, et nous, de toute façon, on va vous garantir les loyers, parce que c'est ça qui pose problème, comme vous le disiez, c'est effectivement, à partir du moment où vous tombez sur quelqu'un qui ne paye plus, si vous y prenez bien, si vraiment vous y prenez bien, vous avez quand même 18 mois avant de pouvoir faire l'expulsion. Alors, ça va de mise aussi avec la création d'une régie municipale, c'est la création d'un label municipal. C'est-à-dire que pour ceux qui vont un petit peu dans le centre-ville de Bordeaux et qui regardent un petit peu l'état de vétusté de certains appartements,
ou de certaines cages d'escalier, vous comprenez bien que... pareil, il faut savoir que à Bordeaux, il y a moins de 40% de propriétaires. Alors que la moyenne française est supérieure à 50%. Ça veut dire que Bordeaux appartient à des propriétaires qui détiennent l'immobilier et qui le mettent en location. Et souvent, ces gens-là ne font pas de travaux, n'entretiennent rien, ne font que rentrer les loyers. Donc c'est de faire en fin de compte un label municipal et un cahier de bonne conduite, c'est-à-dire de mettre à la location des logements décents. Ça veut dire simplement ça. Voilà, et donc on termine par aucun bien mis en location ne doit souffrir de vétusté ni de présenter de risques majeurs pour la sécurité des biens et des personnes. Alors là, on a vu l'aspect du logement. On va aborder les transports. Bon, on va rentrer le truc sur la porte de diapo directement. Bon. Alors, je répète pour tous ceux qui ne connaissent pas notre programme, allez voir sur le site internet www.letempsdesbordelais.fr. Et après, vous avez un onglet Notre programme et vous choisissez feuilleter, télécharger, et puis sinon, après, il y a un texte brut par thème. On passe assez rapidement aussi sur le transport. On va regarder donc les propositions. Alors, on avait parlé effectivement qu'on allait organiser des référendums. Un des premiers référendums qu'on va proposer sera le référendum sur le libre accès des transports. Je n'aime pas le mot gratuité. Hein, rien n'est gratuit. Les gens effectivement disent, il y a beaucoup de candidats qui sont contre cette idée-là. Moi je dis qu'il faut quand même en parler parce que déjà la réalité c'est quoi? C'est-à-dire que sur le prix d'un transport, les 2/3 sont payés déjà par la communauté. C'est-à-dire que quand vous achetez votre ticket à 1,70 €, en fin de compte, vous ne payez que le tiers de la valeur réelle du ticket, du transport que vous allez effectuer. Et en plus, vous avez à peu près 11 personnes qui voyagent sans titre de transport. En clair, qui risquent. Bon. Donc quand vous cumulez les deux, ça veut dire que déjà, on peut dire que le transport est déjà partiellement gratuit. Donc on pourrait à ce moment-là se poser la question de faire un grand débat et de voir est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre le transport libre, avec le but bien sûr que les gens abandonnent la voiture. Si effectivement on n'a pas à se poser la question de prendre un ticket, de savoir si sa carte a été rechargée, etc. Si on se dit que non, je ne vais pas prendre un ticket pour juste 200 mètres, 3 stations, bon, bref, voilà. Donc ça, ce sera un référendum qui suivra un grand débat. Et les Bordelais choisiront l'optique qu'ils souhaitent. Alors bon, bien sûr, je vous en ai parlé tout à l'heure, une grande partie des prérogatives municipales maintenant ont glissé vers la métropole. Donc, quand bien même on ferait un grand débat, quand bien même les Bordelais choisiraient effectivement la gratuité des transports, il faudrait rentrer en relation avec Keolis, qui est en contrat de délégation, et avec Bordeaux Métropole. C'est pas gagné. Voilà. Ouais. Alors là, on rentre sur les propositions pour les transports. Le transport, c'est en fin de compte une offre variée. Hein. Le transport, c'est la marche, c'est le vélo, c'est les 2 roues en général, c'est la voiture, c'est les transports en commun, etc. Donc déjà, nous, on propose de transformer en 6 années 20 km de route pour en faire des routes dédiées exclusivement aux piétons et aux vélos. Alors, dans un premier temps, 3 axes, un axe circulaire et 3 axes radiaux. Bah oui, c'est marqué. Bah, c'est bon. On peut passer au...
Alors, réaménagement des wagons 1 et 7, c'est-à-dire les deux extrémités des trams. On retire les sièges, ce qui permet de faire rentrer des vélos, des poussettes, enfin bon, tout ce qui gêne dans les trams. Oui. Mais justement, j'avais une remarque à faire sur les. Je ne sais pas comment ça se fait que dans les trams, j'ai jamais compris. Qui avait eu l'idée de mettre des bornes de validation en fait, quand c'est l'heure de pointe, les gens y rentrent, ils veulent valider, ça fait une queue. Et en fait, c'est souvent le bazar encore plus. Je ne comprends pas pourquoi les bornes elles ont été faites de cette manière-là. En fait, ça va nous mettre. Surtout, en fait, il y a une différence entre les gens qui achètent un ticket à validation unique et les gens qui ont un abonnement. Tu n'as pas l'intérêt de valider un abonnement dont tu es déjà valide en cours de validité. En fait, ça leur permet d'avoir des études, de faire des études pour connaître les flux de trafic. Oui, je sais. Il peut y avoir des caméras dans ce cas-là, des caméras de surveillance aussi, et puis on voit que c'est différent. Non, parce qu'ils voient très bien où une personne badge. Enfin non, ils ne voient pas où est-ce qu'elle sort. Bref. Je crois que pour répondre, il y a quand même un problème de conception dans un train, parce que tu avais ne serait-ce que des barres pour se tenir, les gens se répartiraient nettement mieux dans les allées. Mais là, il n'y a rien pour se tenir. Oui, il y a plein d'aménagements comme ça à imaginer. Hein, donc, Et pourquoi vous voulez aménager je suis conducteur de tram. Donc. Oui. Ça me... Pour qu'on puisse rentrer des vélos dans les trams. Oui, mais dans ce cas-là, vous êtes obligé de compartimenter. Non. Non, on retire. Vous ne pouvez pas mélanger la marchandise et les voyageurs. Déjà, les gens rentrent bien avec des poussettes enfants. Donc, quelle différence il y a entre une poussette et un vélo, quoi. Donc, non, je dis pas que c'est simple. Hein. Effectivement, le vélo, faut le caler, etc. Bon, je sais, mais ça existe dans d'autres pays. Hein. Si on va oui, mais déjà, en Hollande, oui, non, mais je dis pas que c'est simple. Je dis que quand on veut faire effectivement une offre variée avec des gens qui permettent évidemment de prendre pour une partie du voyage le tram et après terminer la dernière partie avec le vélo, il faut quand même offrir les possibilités, quoi. Voilà. Alors on passe à la... Non, et je reviens aussi, augmenter l'amplitude. Oui. Augmenter l'amplitude horaire, c'est-à-dire. Oui. Oui, je vous écoute. Non, oui, non, que les trams. Ouais, que les trams. Augmentation d'amplitude horaire. C'est-à-dire vous faites tourner toute la nuit, 24 heures sur 24. En tous les cas, plus longtemps qu'aujourd'hui. Plus longtemps qu'aujourd'hui. Peut-être pas toute la nuit. Ah, la fermeture des bars. Oui, par exemple. Ben, le jeudi, vendredi, samedi, les derniers départs sont à 1h du matin déterminés. Donc ils font tout le trajet. Parce que le conducteur, les derniers conducteurs finissent à 3h du matin. Ouais. Bon. Alors on continue. Extension progressive de la zone piétonne dans l'hypercentre. Bon, ça on passe rapidement. Ça, à peu près tout le monde le propose. Alors on propose la réouverture du pont de Pierre. Là, je peux vous dire qu'on est les seuls à le proposer. Alors, limité en termes de tonnage, 3,5 tonnes, c'est-à-dire de la camionnette de livraison, par exemple, du petit truc, hein, et dans un sens unique, c'est-à-dire pour désengorger Bordeaux, donc pour que les gens sortent le plus rapidement possible. D'accord ? Alors ça, c'est quelque chose qui, alors on ne l'a pas noté, c'est quelque chose qui sera réévalué une fois que le pont Simone Veil aura été construit. Parce qu'on était parti sur un pont Simone Veil de 2026 ou je ne sais pas combien. Bon, il semblerait que la proximité des élections fait que le pont serait livré plus rapidement. Mais au lendemain des élections, peut-être que ça va repartir en 2026. Bon, moi je pense que c'est et qu'on me dise pas que ça met en péril la structure du pont. Je suis pas certain que ce soit une voiture qui fait 800 kg ou 1000 kg qui va remettre en cause la structure du pont au regard du passage du tram. Hein. Donc, bon. Quand j'étais allé au débat là, du coup, avec les trois gros candidats, il y avait Cazenave qui proposait de mettre en place des barges pour traverser la Garonne. Oui. Il y en a d'autres qui proposent des téléphériques. Voilà. Bon. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Oui.
Ce qui est surtout pénalisant, c'est les camions. Si vous faites passer un véhicule automobile, à mon avis, d'abord le pont ne va pas s'effondrer du jour au lendemain. Ça a fonctionné comme ça pendant des décennies. Donc moi, je pense que ça peut tenir encore. Actuellement, il y a d'énormes problèmes de tassement en fait, au niveau des appuis. Et ces problèmes, aujourd'hui, on va peut-être être amené à devoir fermer la circulation du tram. Donc c'est pas pour réfléchir à une voiture en plus, alors qu'on laisserait J'entends bien ce que vous dites, oui. Mais encore une fois, bien sûr, cette proposition devra recevoir l'accord des services techniques. Si effectivement on nous prouve effectivement qu'il y a un péril, à ce moment-là, cette proposition sera caduque. Mais moi, je suis pas du tout certain, parce que si le tram ne peut pas passer là, je vois pas comment on peut rallier la rive droite. Donc, à mon avis, le tram va rester. Et encore une fois, quand le pont Simone Veil sera construit, cette proposition sera réévaluée. Moi, je suis plutôt d'accord, effectivement, de faire de ce pont-là un pont piétonnier et vélo, enfin voilà, éventuellement des petits bus gratuits, des petites navettes gratuites, voilà, ce mode j'y suis favorable. Mais aujourd'hui, il faut régler les problèmes de circulation. La problématique, peut-être, c'est que ceux qui ont fait l'armée doivent peut-être s'en rappeler, mais c'est le seul endroit, un pont, où les soldats ne peuvent pas marcher au pas à cause des vibrations. Comment dire, je ne sais pas trop dire, mais peut-être C'est la résonance. La fréquence. Ouais. Allez, on tourne. Bon, redécoupage des zones de stationnement et modulation de celles-ci concernant la tarification appliquée des jours de gratuité. On va aller assez rapidement. Bon, il faut revoir un petit peu. Alors, il faut savoir que bon, vous voyez, hein, les sociétés qui gèrent maintenant le parc, donc c'est-à-dire la privatisation du domaine public pour uniquement faire du fric. C'est tout ça qui est important pour eux. Donc il faut repenser un petit peu le stationnement, le tarif, le stationnement, le zonage. Alors, ça vaut aussi, c'est des sujets qui sont intéressants pour Codéran et Saint-Augustin. Mais bon, comme ce n'est pas votre cas, donc je passe rapidement sur ça. Alors c'est toujours pareil, hein, on propose aussi la suppression du stationnement aérien, et donc ça va poser un certain nombre de problèmes. Donc comme on ne propose aucune diminution de contraintes sans qu'on propose quelque chose, donc il y aura vente et location des parkings souterrains à des tarifs préférentiels, et location pour ceux qui ne veulent pas acheter au même tarif que le stationnement aérien. Pour permettre aux personnes qui ont des véhicules dans les zones où on va faire disparaître le stationnement aérien de pouvoir garer leur véhicule. Voilà. Extension du réseau des minibus électriques pour sillonner les rues de l'hypercentre. Et là se pose réellement le problème de la gratuité. C'est-à-dire que si on veut vraiment que les gens laissent complètement tomber la voiture pour faire un petit point pour aller chercher le pain ou des choses comme ça, hein, vous voyez. Donc là, il faut absolument qu'il y ait un moyen simple et peu coûteux, c'est-à-dire la gratuité. Pour moi, ça me paraît être la solution. Bon, ça c'est le grand projet. Donc réaménager les boulevards avec une partie pour déambuler, des pistes cyclables mais vraiment dédiées et non pas 40 cm, c'est mortel, hein. Et les véhicules et un transport collectif. Alors, il y aura l'aménagement d'une coulée verte qui séparera la partie piéton-vélo de la partie voiture et bus. Sur ce boulevard, on proposera donc la mise en place d'un bus à haut niveau de service, sur site propre. Bon, voilà un exemple de coulée verte à Pau. Bon, alors, les boulevards, ça ressemblera sans doute pas à ça, parce que malgré tout, les boulevards sont pas très larges. Donc, voilà notre proposition. Maintenant, nous sommes plutôt défavorables au métro, en tous les cas à l'heure actuelle.
ainsi qu'à la poursuite de l'extension du réseau du tram, qui a montré ses limites. Je pense qu'il faut privilégier les bus à haut niveau de service, parce que ça permet d'avoir, une fois qu'on a le sol qui est réalisé, l'axe qui est réalisé, après on peut faire rouler et on peut faire évoluer les bus en fonction des avancées technologiques. Donc hier le diesel, aujourd'hui l'électrique. À Pau, c'est donc du gaz, ou je ne sais pas trop ce que c'est, ou de l'hydrogène, je crois, à Pau. À Pau, c'est l'hydrogène. Le BAB, donc ça veut dire Biarritz, Anguette, Bayonne. Vous voyez, donc ce sont des bus électriques. Et il y a des bornes qui permettent de recharger en 2-3 minutes à certains arrêts pour redonner un petit coup de peps aux batteries. Et donc ça tient relativement bien. Ces bus-là sont fabriqués en Espagne, sur le BAB. On peut passer. C'est bon. Alors, qualité de vie, environnement. Alors, pendant que tu cherches, on affirme qu'il n'y a qu'une seule liste qui est en capacité de réaliser une véritable politique écologique, c'est nous. Et là, j'en reviens effectivement à un discours plus politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de l'écologie au sein des institutions européennes. C'est pas possible. Donc, il faut savoir qu'il y a des traités. Les traités européens, on est soumis aux traités européens, et que si on ne respecte pas les traités européens, on a des sanctions. Et les traités européens, c'est le libre-échange, c'est l'ultralibéralisme. Voilà, c'est toutes sortes de choses, effectivement, qui font qu'on ne peut pas faire réellement de l'écologie. L'écologie, c'est pas forcément... ça ne peut pas se limiter à demander l'interdiction du chauffage des terrasses en hiver, des bars. Ça ne peut pas se limiter à interdire le fuel, les voitures diesel au centre-ville, ni les feux de cheminée pour ceux qui ont des foyers ouverts. Voilà. Ça, c'est de l'écologie spectacle. Ça ne joue pas du tout sur les problèmes. Donc là, on voit effectivement l'ultralibéralisme, dont j'en parlais, la mondialisation et le libre-échange, la course au productivisme et l'aide à la prise de décision par les lobbies industriels, c'est-à-dire la corruption. En clair, c'est le mot joli. Voilà, et là, vous avez au niveau mondial, ça ne se passe pas en France, on voit bien que la vache folle, ça s'est quand même passé aussi chez nous. Donc là, vous avez effectivement une jeune fille qui se baigne dans le Gange, ou je ne sais pas trop où, voilà, la vache folle là, et puis les pulvérisations, voilà. Tout ça c'est voulu par l'ultralibéralisme. Bon, là, vous avez les articles. Donc là, l'article 32, là, vous pouvez le lire. Le 63, donc, pour ceux qui sont à l'UPR, vous connaissez tout ça, bien sûr. Alors, on est soumis à tout ça. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, quand on veut faire de l'écologie et qu'on ne remet jamais en cause notre appartenance à l'Union européenne, on ment. Voilà. Et ce que l'on fait, ce que l'on fait dans ce cas-là, c'est ce qu'a fait Anne Hidalgo à Paris, c'est-à-dire emmerder les Parisiens. C'est tout. Voilà. Mais elle n'a pas réglé le problème de pollution. On sait que la pollution s'est même aggravée, puisque la fermeture de la voie Georges Pompidou, effectivement, a créé des problèmes. Et quand vous mettez 1h30 pour sortir de Paris sur les quais, alors que sur la voie Georges Pompidou, on mettait 20-30 minutes, et ben, vous brûlez 2 fois, 3 fois plus d'essence ou de fuel, et donc vous polluez beaucoup plus. Je donne toujours un exemple. C'est-à-dire que ces articles que vous voyez ici font que un pays asiatique on ne peut pas interdire à un pays asiatique d'acheter les forêts françaises, de débiter les troncs, d'envoyer tout ça via un container qui va brûler à peu près 3000 litres de fuel lourd par heure pendant une traversée qui va durer 26 jours. Tu as la... Voilà.
Donc là, on le voit. Bon, donc c'est pas pour s'en prendre aux Chinois, c'est pour n'importe qui, parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, parce qu'effectivement, ça met aussi en péril nos industries de transformation. Donc là, vous avez la définition n'est pas top. Là, vous avez le gros tanker, donc 45 000 km, 45 jours pour l'aller-retour. Vous avez une consommation de... Alors ça, les consommations que je donne, c'est sur les plus gros tankers, hein. Mais c'est pour donner un ordre d'idée, 300 tonnes de fuel. 300 tonnes, ouais. Ouais, d'accord. Mais 3000, enfin moi j'ai 3000 litres de fuel par heure. Et voilà, et ça correspond à la pollution de plusieurs millions de véhicules par an. Donc quand on veut nous embêter, nous, avec nos petites voitures, et qu'on laisse faire ce genre de choses, bon voilà. Donc c'est pour vous montrer effectivement la malhonnêteté intellectuelle, je dirais, de ce que j'appelle l'écologie spectacle. Hein. Voilà. Voilà, donc on s'attaque, vous l'avez compris, on s'attaque aux causes réelles de la pollution. Et donc la cause réelle de la pollution, c'est l'ultralibéralisme et le libre-échange. Donc là, on peut passer. Alors, la neutralité carbone, la France est en passe de la réaliser, mais on fausse aussi les problèmes. Hein. C'est-à-dire que on déplace notre pollution dans les pays sous-développés. Alors après, effectivement, on va arriver en disant, ça y est, on est arrivé à respecter les objectifs que nous nous sommes fixés. Oui, d'accord, mais enfin, maintenant, vous allez me parler de l'Inde, du Pakistan, de la Chine, enfin, etc. Voilà, ça on peut passer, voilà, vous avez vu. Bon, ça, on en parle beaucoup. Là, vous avez le rapport. Donc, le transport intermodal, c'est-à-dire, c'est pouvoir faire voyager de manière non polluante les marchandises et de faire ce qu'on appelle les derniers kilomètres avec du camion, ou des estafettes, ça dépend ce qu'on a à faire. Ça semble pas si simple que ça à réaliser. On en avait parlé quand il y avait la ligne à grande vitesse qui devait aller jusqu'en Espagne. Et donc, c'était aussi prévu pour faire passer les marchandises et pour éviter à tout ce flux de camions qui déboulent jusqu'à la frontière espagnole, au Pays Basque. Et donc, pour des questions financières, on a arrêté le TGV, la ligne à grande vitesse, on l'a arrêté à Bordeaux, alors que c'était une négociation avec nos amis espagnols qui, eux, ils l'ont fait, leur TGV jusqu'à Irún. Hein, donc, voilà. Et donc, on ne peut pas faire la jonction entre les deux. Et donc, on continue à voir les camions. Ouais. Alors, ça, c'est toujours pareil. C'est dans le cadre de l'écologie. Réalisation d'une cartographie thermique, ça a déjà été fait, mais ça vaut le coup de le refaire parce que comme les choses se sont aggravées, ceux qui sont restés cet été à Bordeaux ont pu voir les problèmes auxquels on a été confrontés. Et agir sur ces zones-là en priorité. Hein. Donc les zones les plus chaudes de Bordeaux. Voilà, mise en place de moyens prédictifs d'alerte et des seuils de pollution. Aujourd'hui, les moyens mesurent la pollution et donc le temps de prendre des dispositions, il s'est passé 2-3 jours, souvent la pollution est passée. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être capable de prévoir les pics de pollution. Et lors des pics de pollution, ces diminutions de la circulation et parallèlement gratuité des transports ces jours-là et gratuité du stationnement aérien. Voilà, on reprend rapidement. Donc 20 km de route, ça vous avez compris, pour les vélos. Extension progressive de la zone piétonne, donc là on peut passer. Alors, on supprime des emplacements piétonniers, enfin des emplacements de véhicules pour les remplacer par des îlots de verdure. Plantation de 15 000 arbres. Donc, dans la course à la plantation, on n'est pas les mieux. Voilà, mais je pense que 15 000, c'est pas mal déjà. Alors, suppression progressive. Alors, il y avait suppression du stationnement dans la zone piétonne, vraiment le cœur de Bordeaux, mais après, il y a entre ce cœur de Bordeaux et les intra-boulevards, suppression de une place de stationnement sur 5 pour mettre un îlot de verdure, toujours pareil. Avec toujours en contrepartie la possibilité de stationner
dans un sous-sol ou là, à un tarif préférentiel. Ça, voilà, j'en ai parlé. Donc, gratuité des transports et gratuité du stationnement de surface, les jours de forte pollution. Alors, voilà. Restriction alors, selon un principe, le principe, enfin, le critère n'est pas forcément génial, mais il faudra trouver quelque chose ou utiliser le moins mauvais des systèmes, entre l'alterné, etc. La coulée verte, donc ça on en a parlé, hein, donc sur les boulevards. Et pour toutes les nouvelles constructions, parce que l'arrêt de la construction, ça n'aura qu'un temps, hein, mais lorsque ça reprendra, il y aura donc une nouvelle directive qui fait que on ne pourra pas construire tant de logements si on ne propose pas des espaces verts. C'est déjà le cas avec les quartiers gynéco. Oui, mais tu as vu, enfin, quasiment, tu peux saluer les gens d'un balcon à l'autre, enfin, quand les balcons tiennent, parce que... Voilà. Politique zéro plastique, donc ça c'est déjà en cours, mais je crois qu'il faudra continuer sur ça. Alors ça, c'est pas aussi évident que ça sur Bordeaux, mais ça existe dans d'autres villes où vous avez de la monoactivité. Alors agences immobilières, coiffeurs, etc., qui monopolisent tous les trucs. Et donc l'objectif, effectivement, c'est de pouvoir faire en sorte que s'il y a trop de monoactivité dans certains secteurs, de pouvoir préempter les locaux commerciaux pour pouvoir y mettre des commerces de bouche, hein. Donc pour éviter aux gens de prendre leur voiture pour aller à Carrefour, enfin, voilà, faire des kilomètres pour aller dans les grandes surfaces. Ça arrive déjà, donc on a vu effectivement les supermarchés n'ont pas attendu, hein. Donc ils achètent effectivement la plupart des surfaces relativement grandes pour faire des petites supérettes, voilà, donc Carrefour Market, Carrefour tout ça. Donc ça on a vu. Alors, on a un grand projet, c'est de créer une ou plusieurs grandes fermes dans des communes, donc de faire un jumelage de la ville avec des communes de Gironde. Alors, je dirais des communes rurales. Ça peut être en Gironde, mais on sera peut-être obligé d'aller plutôt en Aquitaine, on verra. Ça dépendra du niveau de pollution de la terre pour faire de la... Ouais, c'est bon. Pour faire de l'agriculture biologique afin de pouvoir fournir les cantines scolaires et les portages de repas aux personnes âgées et même au niveau des étudiants, de leur donner de la nourriture relativement saine. Alors, là, vous allez voir tous les avantages que ça présente, hein. Donc, c'est lutter contre la désertification de la ruralité par la création de zones d'activité pérennes, assurer des débouchés et des revenus décents aux agriculteurs, repeupler le ou les villages dans lesquels nous créerons une activité, remettre en place une économie locale et y maintenir des services publics. Enfin, c'est réactiver la vie dans nos campagnes, hein. C'est exactement l'inverse de ce que veut l'Europe, hein. D'accord ? Développer l'aspect ferme-école pour les activités périscolaires des écoliers bordelais, devenir un outil de réinsertion sociale, et fournir les surplus de production aux épiceries solidaires et aux associations venant en aide aux plus démunis. Voilà l'objet, dans un premier temps, de cette ferme, mais on peut aussi imaginer que ça pourrait avoir un effet entraînant et pouvoir garantir l'autosuffisance alimentaire d'une ville comme Bordeaux. Pour vous donner, alors ça, Othman, tu pourrais nous le dire, je crois que sur la Gironde, le niveau de auto-alimentaire de la Gironde, c'est 2 jours. 2 jours par an. Voilà. La production maraîchère en Gironde correspond à 2 jours des besoins girondins. Donc vous voyez un petit peu le travail qu'il y a à faire dans ce domaine-là. Bon, rédaction d'un cahier des charges pour l'approvisionnement des viandes, enfin c'est pour l'abattage, hein, des animaux. Donc là, on a nos propositions. Création d'une pépinière municipale. Donc ça, c'est aussi parce que comme on veut beaucoup planter d'arbres et puis
de petites fleurettes, etc. Donc ce serait bien aussi qu'on ait une pépinière. Terminé? Non, on n'a pas fini. Vous avez parlé à Younes, tu vas voir éventuellement si s'il n'est pas à la porte, le journaliste, qu'il n'arrive pas à ouvrir. Bon. 8h moins le quart, ça va. Alors, l'action sociale. Alors, je vais quand même, en introduction, vous livrer quelques éléments. Donc le seuil de pauvreté qui correspond à 60% du niveau de vie médian de la population s'établit à peu près à 1 000 euros, 1015. Pour une personne seule, en 2015, il y avait 43 000 Bordelais, soit 17% de la population, qui vivaient sous ce seuil de pauvreté, dont un tiers ont moins de 30 ans. Alors, il faut relativiser un petit peu ce pourcentage, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a 10% d'étudiants à Bordeaux, et on sait que les étudiants n'ont pas forcément un pouvoir de vie relativement élevé. Donc il faut prendre les chiffres quand même avec une certaine rigueur. Alors, donc on propose de changer le nom du CCAS, qui devient Bordeaux Fraternité, et d'augmenter de 14% son budget dès 2020, et de redéfinir ses missions. Alors, on sait qu'il y a énormément de personnes qui pourraient bénéficier d'aide sociale, mais ils ne sont pas au courant. Voilà. Donc, ils n'ont pas accès à l'information. Donc, il va falloir faire un travail. Et puisque maintenant tout est informatisé, c'est donner accès et permettre aux gens qui n'ont pas les accès Internet d'aller dans les mairies, d'être accompagnés et de pouvoir regarder quels sont leurs droits et quelles sont les possibilités pour elles d'obtenir une aide. Alors, ça aussi, c'est un point qui est important. Vous avez un éclatement de l'aide sociale dans différentes structures en fonction de vos problèmes. Et les problèmes, ils peuvent être multiples. On peut être à la fois sans emploi et avec un logement vétuste, avec peu de revenus. Enfin bon, voilà. Donc là, il y a effectivement une obligation, en tous les cas une nécessité, de rassembler tous les acteurs sociaux en un seul lieu, de telle manière que lorsque l'on va dans le centre social, on puisse passer d'un bureau à un autre et voir à la fois les institutionnels, mais aussi les associations. Parce qu'il y a une grande partie de l'aide sociale, et en tous les cas du suivi social, qui est assuré par des associations. Alors, le budget alloué au secours d'urgence représente 1 euro par habitant et par an. Donc quand je dis qu'on le double, c'est-à-dire que je demanderai aux Bordelais de payer 2 euros par an pour le secours d'urgence. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire. Création d'un centre d'accueil pour les urgences sociales ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, donc ça permet d'accueillir les gens qui sont en situation de crise. Alors, ce n'est pas un endroit où on vit, c'est un endroit où on va les accueillir. Et on va leur donner l'essentiel, c'est-à-dire de la nourriture, pouvoir laver leurs vêtements, pouvoir voir un médecin, voir une assistante sociale, voir des avocats, enfin des services juridiques. Alors, tout ça ne fonctionnera pas à 24 heures sur 24. Les avocats ne vont pas être là à 2 heures du matin. Mais par contre, l'accueil se fera 24 heures sur 24. Et de délivrer des repas et avoir des salles de repos. Donc une personne et avoir des douches, enfin voilà. Donc en clair, de pouvoir assurer une hygiène à des gens qui sont en situation d'être dans la rue, enfin bon voilà. C'est un petit peu cet aspect-là qui est traité dans ce centre d'accueil. Construction d'un complexe hôtelier pour 140 personnes, chambres individuelles, appartements familiaux. Donc il y a un manque évident de structures de ce type-là. Alors je cite toujours 2 cas.
ce sont les femmes qui subissent des violences conjugales et qui sont soit obligées d'être dans la rue. Voilà. La municipalité, enfin en tout cas l'État, je crois que a obligation à loger une femme si les enfants ont moins de 3 ou 4 ans, enfin quelque chose comme ça. Mais si l'enfant a 5 ans, elle se débrouille. Hein. Donc c'est pas forcément évident. Donc là on est sur du logement qui n'a pas vocation à être pérenne, mais qui a vocation effectivement de durer 3 mois, 6 mois, 9 mois, le temps que éventuellement la justice décide de l'éloignement du mari avec un port d'un bracelet, enfin bref, le temps que la justice, et la justice est longue, le temps que la justice fasse son travail. Il y a des multitudes de cas qui justifient effectivement d'avoir à la disposition de la municipalité un hôtel municipal. Alors, c'est aussi une de nos propositions, c'est de négocier avec des mutuelles d'assurance, une mutuelle santé. On sait qu'on peut avoir des coûts qui vont être réduits entre 30 et 50% selon le cas, pour permettre à des gens qui n'ont pas assez de revenus pour prendre une complémentaire santé de pouvoir y accéder. Et j'ai mis l'exemple extrême, c'est-à-dire des personnes qui par contre, des personnes âgées qui par contre, elles, recherchent surtout une très bonne couverture, parce que quand on vieillit, on a de plus en plus besoin de se faire soigner, et que le reste à charge devient un problème pour ces personnes-là. Donc sur ces deux aspects-là, ce serait, à mon sens, intéressant de développer cette mutuelle. Alors ce sera une mutuelle payante, mais effectivement avec des coûts qui seront nettement réduits. Il faut savoir que pour une personne âgée, si elle veut avoir, dès qu'on a passé 70 ans, 75 ans, si on veut avoir une très bonne couverture mutuelle, ça va coûter entre 150 et 180, en tangente les 200 euros par mois. Ça commence à être un gros budget pour les petites retraites. Donc ça, on en a déjà parlé au niveau du logement, c'est la même chose. Bon, je passe assez rapidement. Ouais. Ça aussi, là, une politique visant à venir en aide aux personnes âgées pour éviter l'isolement. Création de crèches collectives municipales. Alors ça, c'est une nécessité dans les nouveaux quartiers. Hein, donc, alors, là, on a aussi un problème, c'est le même problème. Hein. Il faut savoir que la voirie dépend de la métropole. Donc Bordeaux, si vous circulez un petit peu dans Bordeaux, les routes sont défoncées, les trottoirs sont impraticables. Bon. À partir de là, je vois mal comment une personne handicapée, qu'elle soit en véhicule ou qu'elle soit à pied ou en fauteuil roulant, peut se déplacer. C'est quasiment impossible. De mémoire, j'avais posé la question à la sénatrice de Bordeaux, à l'époque où elle était maire adjoint de Bordeaux, de Bacalan. Elle m'avait dit que le budget de la mairie de Bordeaux pour refaire des routes, c'était 2 km. Voilà, ils avaient un budget pour refaire 2 km de route. Il y a 500 km de route à Bordeaux, donc en clair, c'est rien. Et le reste, c'est la métropole qui gère. Ok. Alors, la police. Donc la sécurité et la prévention. Bon, quelques chiffres quand même qui sont sortis cette année. Donc sur Bordeaux, en un an, les cambriolages de logements plus 24%, les vols dans les véhicules plus 23%, vols violents sans armes plus 15%, vols sans violence contre les personnes plus 13%, vols de véhicules plus 12% en un an.
Donc on voit effectivement une explosion de ce qu'on appelle la petite délinquance. À côté de ça, effectivement, les grands crimes ont plutôt tendance à baisser. Donc ça vient du fait que la police nationale se voit attribuer maintenant un certain nombre de charges qu'elle n'avait pas auparavant, suivre la radicalisation, éviter qu'il y ait des attentats, enfin bref, voilà. Elle voit ses missions changer, et forcément, ça se fait au détriment du quotidien et de ce qu'on appelait la police de proximité. Donc, il va falloir y répondre, et on ne peut y répondre que qu'avec la police municipale, puisque de toute façon, la police nationale ne s'occupera plus de ces problèmes-là. Donc nous proposons de recréer une police de proximité. Aujourd'hui, la police municipale règle en grande partie surtout les problèmes de voitures mal stationnées et de mettre des PV. En clair, ça va être un petit peu ça. Les gardiens de la paix, c'est des forces de l'ordre. Oui. Et donc de faire de l'îlotage. Bon, il y a un éclatement, on voit la police nationale, donc police municipale. Il y a aussi des agents de sécurité qui interviennent dans les transports, et puis après il y a des vigiles dans des sociétés privées, et puis après il y a des gens qui font du gardiennage. Enfin, bref, une multitude d'acteurs. Il faut essayer de faire en sorte que tous ces gens-là travaillent ensemble, hein, donc, et non pas chacun de leur côté avec leurs petits outils de leur côté. Quand la police nationale a besoin d'avoir des images de ce qui se passe, elle n'a pas des images au commissariat. Il faut qu'elle aille dans un organisme pour les récupérer des images. Donc nous proposons d'augmenter de 50 agents, donc par une embauche de 50 agents, et de passer donc la police municipale de 200 à 250 agents en 6 ans. Bon, ça reste très raisonnable comme augmentation. Alors il y aura des embauches, et il y aura des embauches aussi du personnel administratif. Il faut voir qu'aujourd'hui, donc un agent municipal, un policier municipal fait un travail administratif. Donc l'objectif, c'est que l'agent municipal soit sur le terrain et pas derrière un ordinateur à taper des rapports. Je remarque que peut-être que ça paraît idiot, mais ça marchait plutôt bien. J'ai fait des études en Erasmus au Pays de Galles, et dans les rues où il y avait tous les gens qui sortaient des bars qui étaient bourrés, il y avait la police montée, et le fait d'avoir un policier à cheval, ça calmait les gens, et puis c'est vachement la classe. Du coup, c'est bien, ce serait bien d'avoir une policier montée à cheval. Oui. Non, mais on sait que c'est effectivement que ça a un effet, le cheval. Ouais. Voilà, donc l'objectif, c'est d'avoir toujours sur le terrain 80 policiers municipaux. Alors, fonctionnement de la police municipale toute la nuit, ce n'est pas le cas. Elle est fermée quelques heures par jour. Alors, création d'une brigade de sécurisation des transports en commun. Alors ça, c'est une proposition, mais qui devra être réalisée par la métropole. Hein. Donc des transports en commun, des campings universitaires et des parkings souterrains de la métropole de Bordeaux. Avec, pour cette dernière partie, on peut passer à l'image suivante, donc une brigade canine pour les transports et les parkings. Donc c'est l'équivalent du cheval, mais voilà, c'est un peu plus réduit. Hein. Voilà. Alors, modernisation des équipements de vidéosurveillance, extension dans tous les quartiers de la ville, et possibilité pour les services de sécurité d'y avoir accès en temps réel, hein, ce qui n'est pas le cas. Je peux me permettre, c'est une contradiction avec le programme. Oui, on sait. On le sait. Gratuité du stationnement pour les... Alors ça a l'air bête, hein, ce qu'on indique là. Alors je ne suis pas sûr que tous les policiers roulent dans ce genre de voiture, mais les voitures banalisées aujourd'hui ne sont pas reconnues par les personnes qui mettent les PV, et donc payent. Voilà. Donc quand ils font une filature, si vous voulez, enfin vous avez compris les problèmes. Il y a des inepties comme ça, c'est-à-dire qu'on se tire une balle dans le pied. Hein, donc voilà. Et c'est pareil, il faut savoir par exemple que alors c'est pour vous dire ce que c'est les effets de la mondialisation. Hein. C'est-à-dire que les voitures de secours, c'est-à-dire les pompiers, les ambulances, enfin tous les gens qui interviennent sur le réseau autoroutier maintenant doivent payer
voilà, doivent payer le péage. Vous voyez où est-ce qu'on en est aujourd'hui, hein. Les gratuités de transport aussi pour tous les policiers, hein. Donc aujourd'hui, les policiers n'ont plus la gratuité dans les transports, hein. Alors, tolérance zéro en matière d'incivilité, application systématique pour la petite délinquance et les actes d'incivilité de travaux d'intérêt général, des TIG proportionnés et gradués. Donc l'idée, c'est de ne rien laisser passer. Bon, là, on amène quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on souhaiterait responsabiliser les citoyens. Et c'est clair que la police, quels que soient les moyens qu'on peut y mettre, vous avez vu, 80 personnes, ça ne pourra pas régler de toute façon tous les problèmes. Donc il faut que le citoyen devienne un acteur dans sa ville. Voilà. Et donc on va proposer une application, une application, donc c'est voilà, une application smartphone qui permettra de faire de la déclaration de pratiquement dans tous les domaines. C'est-à-dire s'il y a des détritus dans un endroit, s'il y a un trou dans la chaussée, s'il vient de se passer un accident, enfin, voilà. Et de pouvoir déclarer. Cette application, alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette application, effectivement, va envoyer les messages aux bons acteurs qui vont pouvoir réagir, hein. Alors, on m'oppose à cette proposition le côté délation. Donc voilà, donc ça j'entends bien, mais je me dis, est-ce que c'est pas... Alors, cette application, pour la faire fonctionner, il faudra être enregistré. Il faudra avoir son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse, son numéro de téléphone et son mail. Enfin bref, avoir tout renseigné. Moi, j'ai tendance à dire que les gens qui font de la délation, de toute façon, ça a toujours existé. Donc, ils continueront à en faire, mais là, au moins, ils seront identifiés. Voilà. Ce ne sera pas anonyme. Bon, premièrement. Après, on peut se poser la question... C'est un problème d'éthique pour chacun d'entre nous, hein. C'est-à-dire à quel moment on considère qu'il faut intervenir ou pas intervenir. Si j'entends effectivement une femme hurler dans un appartement à côté, à l'évidence elle se fait frapper, j'interviens ou je fais comme si j'entendais rien. Voilà. Après, chacun réagit en fonction de ce truc. Il y aura simplement un outil pour agir. Et un outil qui sera pratique, hein, qui permettra effectivement d'agir rapidement. Et ça dans tous les domaines. Si on voit effectivement quelqu'un qui est en train de casser une vitre de voiture et puis d'essayer de partir avec, il y a ceux qui vont passer devant et qui vont dire c'est pour mon problème. Et puis il y a ceux qui vont se dire bah non, je ne suis pas d'accord que ce genre de choses se passe. Et effectivement, je fais un signalement. Oui. Alors, alors de toute façon, nos propositions, de toute façon, c'est le référendum fait foi. Simplement, je ne peux pas arriver devant vous pour dire j'ai rien à vous dire, puisque de toute façon, c'est vous qui déciderez et que voilà, donc et que tout passera par un référendum. Donc, on a quand même travaillé quand même pas mal les sujets et on en est arrivé effectivement à proposer cet outil-là. Si les Bordelais trouvent effectivement que cet outil ne leur convient pas, eh bien effectivement, le référendum pourra effectivement l'exclure des possibilités. Oui. Quand je lis les urgences, je veux dire quelque chose, on me dit par exemple que quand on fait une attaque ou un AVC, il faut agir dans les 3 minutes. Oui. La dernière fois que j'ai appelé 112 ou c'était le cas, etc., j'en ai fait l'appel à mort. Ça sera allé plus vite. Est-ce que cette appli oui. se substituera Non, elle ne se substitue pas. Mais par contre, elle va vous permettre effectivement, au moment où vous allez appeler les secours, d'appeler tout de suite, ça composera tout de suite le bon numéro. Vous ne serez pas là à vous dire il faut que je fasse le 12, le 15, le 17, le 18, enfin voilà, bon. Ce qui arrive à tout le monde, quand on est pris par la panique, effectivement, de ne plus savoir quel numéro il faut appeler. Donc ça ira effectivement comme ça. Si on voit effectivement, s'il fait très froid et qu'on voit effectivement une personne qui dort dehors et qui, à l'évidence, sa vie est en danger, ça permettra effectivement d'appeler, de contacter le bon service, le SAMU ou les gens qui font des maraudes. Enfin, voilà. Ce sera un outil citoyen. Je crois que c'est le 15, mais il semble bien qu'ils aient délocalisé le standard. Parce que je suis tombé sur Marie-Chantal, qui ne connaissait pas Bordeaux, qui ne savait pas où était le pompier. Oui. Non, mais j'ai vécu ça aussi, hein, donc c'est passé par trois trucs différents.
avant d'arriver jusqu'au... Alors, il y a déjà quelqu'un qui prend l'appel, et après il passe un médecin régulateur, peut-être même pas le médecin, mais un régulateur, et après ça passe à un médecin, et après le médecin effectivement décide qu'on envoie tel ou tel, c'est-à-dire un pompier ou un etc. quoi. Ça peut prendre du temps effectivement, et dans ces moments-là, les secondes, ça paraît très longues. Hein. Ouais. Donc il ne peut pas y avoir de répression sans prévention, bien sûr. Donc ça, à travers tous les acteurs locaux, et en particulier les associations sur le terrain, de continuer la politique de prévention. Voilà. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de nos propositions. Bon, alors ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là notre soirée. Je vous remercie vraiment à tous d'avoir fait l'effort de venir par rapport à cette salle. Alors bien que cela soit... Oui, ah oui. Alors un grand merci à Patrice qui a fait ce travail. Je vous propose...